Le chapitre 3, première mission, l'Indonésie. En plus d'apprendre les ficelles de ma nouvelle carrière, je lisais aussi des ouvrages sur l'Indonésie. Plus vous en saurez sur un pays avant de vous y rendre, plus votre travail en sera facilité, m'avait dit Claudine. J'avais pris ses paroles au sérieux. Quand Colomb a pris la mer en 1492, il essayait d'atteindre l'Indonésie, connue alors sous le nom d'île aux épices. À l'époque coloniale, ces terres étaient considérées comme beaucoup plus précieuses que les Amériques. Java, avec ses riches tissus, ses célèbres épices et ses royaumes opulents, était à la fois le joyau de la couronne et la scène d'affrontements violents entre les aventuriers espagnols, hollandais, portugais ou britanniques. Les Pays-Bas en sortirent vainqueurs en 1750, mais même si les Hollandais contrôlaient Java, il leur fallut encore un siècle et demi pour soumettre les îles extérieures. Quand les Japonais envahirent l'Indonésie pendant la Deuxième Guerre mondiale, les forces hollandaises opposèrent peu de résistance. En conséquence, les Indonésiens, particulièrement les Javanais, souffrirent terriblement. Après la reddition du Japon, un leader charismatique du nom de Sukarno proclama l'indépendance. Le 27 décembre 1949, après 4 ans de combat, les Pays-Bas baissèrent leur drapeau et rendirent sa souveraineté à un peuple qui n'avait connu que lutte et domination pendant plus de 3 siècles. Sukarno devint le premier président de la nouvelle République. Gouverner l'Indonésie s'avéra toutefois une tâche plus difficile que de vaincre les Hollandais. Loin d'être homogène, cet archipel d'environ 17 500 îles était un amalgame de tribalisme, de cultures divergentes, de nombreuses langues et dialectes et de groupes ethniques nourrissant les uns envers les autres une animosité séculaire. Les conflits étaient aussi fréquents que brutaux, et Sukarno les réprima. Il suspendit le Parlement en 1960 et fut nommé président à vie en 1963. Il forma d'étroites alliances avec divers gouvernements communistes en échange d'équipements et d'entraînements militaires. Il envoya en Malaisie, un pays voisin, des troupes armées par les soviétiques dans une tentative pour répandre le communisme dans toute l'Asie du Sud-Est et gagner l'approbation des leaders socialistes du monde entier. Une opposition se forma, qui fomenta un coup d'État en 1965. Sukarno n'échappa à la mort que grâce aux astuces de sa maîtresse. Ses officiers militaires supérieurs et ses proches associés eurent moins de chance. Ces événements rappelaient ceux d'Iran en 1953. Finalement, le Parti communiste en fut jugé responsable, particulièrement les factions alignées sur la Chine. Lors des massacres suscités ensuite par l'armée, 300 000 à 500 000 personnes périrent. Le chef des militaires, le général Suharto, devint président en 1968. En 1971, l'issue de la guerre du Vietnam semblant incertaine, les États-Unis devinrent encore plus déterminés à séduire l'Indonésie pour l'éloigner du communisme. Le président Nixon avait amorcé le retrait des troupes à l'été 1969 et les stratèges américains commençaient à adopter une perspective plus globale. La stratégie fut concentrée sur la prévention d'un effet d'entraînement par lequel plusieurs pays tomberaient l'un après l'autre sous la domination communiste et l'on s'intéressa plus particulièrement à 2 d'entre eux. L'Indonésie était le pays clé. Le projet d'électrification de Maine faisait partie d'un plan global visant à assurer la domination américaine en Asie du Sud-Est. La politique étrangère américaine s'appuyait sur la présomption que Suharto servirait Washington de la même manière que le Shah d'Iran. Les États-Unis espéraient aussi que l'Indonésie servirait de modèle aux autres pays de la région. Washington basait particulièrement sa stratégie sur l'espoir que les gains effectués en Indonésie auraient des répercussions positives dans tout le monde islamique, particulièrement au Moyen-Orient où la situation était explosive. Et si cela n'était pas un incitatif suffisant, l'Indonésie avait du pétrole. Personne ne connaissait vraiment l'ampleur ni la qualité de ces réserves, mais les sismologues des compagnies pétrolières étaient enthousiastes quant au potentiel qu'elles recelaient. Plongé dans les livres de la bibliothèque de l'université de Boston, je devins de plus en plus excité par les aventures qui m'attendaient. En travaillant pour Maine, je me trouverais à troquer le rude mode de vie des Peace Corps contre une existence plus douce et attrayante. Le temps passé avec Claudine représentait déjà la réalisation de l'un de mes fantasmes. Tout cela semblait trop beau pour être vrai. Mon douloureux passage à l'école de garçons s'en trouvait partiellement compensé. Il se passait aussi autre chose dans ma vie. Anne et moi, nous ne nous entendions plus. Elle avait dû deviner que je menais une double vie. Je me disais que c'était là la conséquence logique de mon ressentiment envers elle parce qu'elle m'avait forcé au mariage.
Même si elle m'avait soutenu financièrement et autrement tout au long de mon affectation en Équateur au sein des Peace Corps, elle perpétuait à mes yeux ma soumission aux caprices de mes parents. Évidemment, avec le recul, je suis sûr que ma relation avec Claudine fut un facteur majeur. Je ne pouvais en parler à Anne, mais elle sentait bien qu'il se passait quelque chose. Quoi qu'il en soit, nous avons décidé d'habiter séparément. Un jour de 1971, environ une semaine avant mon départ pour l'Indonésie, j'allais chez Claudine et, en arrivant, je vis que la petite table de la salle à manger était couverte de pain et de fromage. Il y avait aussi une bonne bouteille de Beaujolais. Claudine me porta un toast. Tu as réussi, me dit-elle en souriant. Tu es maintenant l'un des nôtres. Toutefois, elle ne me semblait pas tout à fait sincère. Nous avons causé de choses et d'autres pendant environ une demi-heure, puis alors que nous terminions la bouteille, elle me regarda d'une façon vraiment inhabituelle. Ne parle jamais de notre rencontre à personne, dit-elle d'une voix grave. Je ne te le pardonnerai jamais et je nierai tout. Me fixant alors dans les yeux, elle ajouta en riant froidement. Il serait dangereux pour ta vie de parler de nous à quiconque. C'est la seule fois où je me suis senti menacé par elle. J'étais ahuri, je me sentais mal. Mais plus tard, en retournant au Prudential Center, j'ai dû admettre l'habileté du plan. Nous ne nous étions toujours vus qu'à son appartement. Notre relation n'avait laissé aucune trace et personne de chez Maine n'était impliqué d'aucune façon. D'une certaine manière, j'appréciais son honnêteté. Elle ne m'avait pas trompé comme mes parents l'avaient fait au sujet de Tilton et de Middlebury.